La causerie Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La causerie Sud Radio, comme tous les vendredis, pour vous présenter, vous annoncer, vous donner envie de suivre le week-end rugby sur Sud Radio, évidemment, et nulle part ailleurs, la radio du rugby, pour m'accompagner, évidemment, à mes côtés, à mon soutien, Quentin Cabanis et Marius Louis-François. Bonjour messieurs. Bonjour Cyprien, bonjour à tous. Bonjour. Bon, week-end de tournoi destination, troisième journée du tournoi destination avec samedi, ça commencera à 15h10 sur Sud Radio avec François Trio, le Angleterre-Irlande, match tant attendu pour des Anglais qui sont revanchards face à des Irlandais qui sont pas très bons depuis le début du tournoi. Et ensuite il y aura un Galles-Écosse à 17h40, des Gallois qui voudront se relancer face à des Écossais qui veulent enchaîner. Et le match qui nous intéresse évidemment pour ce week-end, c'est France-Italie, à vivre dimanche à 16h10 sur Sud Radio à partir de 15h30 avec Alexandre Priam, Daniel Herrero et François Trio. Évidemment, messieurs, on va commencer avec les compositions qui sont tombées pour le France-Italie de dimanche. Côté français, on a changé quelques petites choses pour pouvoir recevoir nos voisins transalpins. Avec une première ligne qui ne bouge pas par contre, Jean-Baptiste Gros, Julien Marchand et Dorian Adéguéry. En deuxième ligne, ce sera finalement Thibaut Flamand et Emmanuel Méafou, les Toulousains préférés à Charles Olivon et Michael Guillard. Troisième ligne qui ne bouge pas, François Cross, Anthony Gelon et Oscar Gégou. La charnière, Antoine Dupont et capitaine Mathieu Jalibert. Les ailiers, Louis Biel, Biarré et Théo Atisogbe. La paire de centre paloise, Fabien Broboiry et Emilien Gailleton. Et enfin l'arrière, Thomas Ramos. Sur le banc, des changements également avec Maxime Lamotte, Rodrigue Neuty, et c'est pas Régis Montagne, ce sera Colombe, Georges-Henri Colombe, qui sera sur le banc. Et c'est donc la paire de deuxième ligne qui a commencé le tournoi qui sera sur le banc avec Charles Olivon et également Miguel Guillard, Lenny Nouchi, Baptiste Serin et Pierre-Louis Barassi qui fait son entrée dans le groupe France. Face à eux, Quentin, une Italie où on voit un retour qu'on aurait préféré, ou dont on aurait préféré se passer. À l'arrière, notamment un certain joueur du Stade Toulousain, Ange Capozzo, qui fait son retour dans ce tournoi à destination. Alors on va retrouver en première ligne Fichetti, Nicotera et Ferrari, Cannone, Zambonin pour la deuxième ligne, Lamaro, Zuliani et Cannone pour la troisième ligne, Fusco, Garbisi pour la charnière, Ioane et Lainag sur les ailes, Leonardo Marin et Tommaso Menoncello au centre, et donc Ange Capozzo à l'arrière. Sur le banc, Dimchef, Spagnolo, Zilocci, Ruzza, Favretto, Odiace, Garbisi et Odogwu. On parlera dans un instant évidemment de l'Italie. Faut-il se méfier de cette équipe italienne? On en parlera dans un instant, mais avant, j'aimerais qu'on se concentre d'abord sur cette équipe française, cette composition. Marius, quelques changements. Comment on interprète ces changements? Est-ce que c'est on s'adapte à l'adversaire qu'on affronte, c'est-à-dire que les Italiens ont une bonne mêlée, du coup on densifie un peu notre deuxième ligne? Moi je pense que c'est tout à fait ça, ouais. Je pense que c'est on a vu contre les Irlandais, les Italiens en mêlée, ils ont été très 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 bons. Je crois que c'est Furlong qui a été complètement soulevé. Je pense que ça s'était jamais vu sur sa grande carrière. Donc ouais, adaptation à la mêlée, mais à fou plus costaud, il tire beaucoup mieux en mêlée. Parce que je vois pas en fait pourquoi on sanctionnerait entre guillemets Guillard et Olivon qui ont fait des super prestations. Je pense vraiment que c'est une adaptation à la mêlée, à la rudesse des avants italiens, et ça prouve que le staff du 15 de France prend ses adversaires italiens très très au sérieux. Très au sérieux, Quentin. Tu comprends ce choix peut-être d'une deuxième ligne plus expérimentée, plus épaisse? Charles Olivon, pas spécialiste évidemment du poste de deuxième ligne, mais plutôt brillant chaque fois qu'il a dû dépanner. Comment on interprète également donc ce retour de Thibaut Flamand et Emmanuel Méafou? C'est, je pense, un choix stratégique de la part de Fabien Galtier. Il s'attend peut-être à un combat plus rude justement devant, et donc il veut renforcer ce secteur en amenant plus de poids avec du coup Méafou, et ramener un impact peut-être plus dynamique en fin de match où les Italiens, peut-être qu'à la 60e, ils auront un petit coup de mou. Et tu te dis que si tu fais rentrer des mecs qui ont un profil peut-être un petit peu plus coureur comme Olivon, ça pourra faire plus de mal à cette équipe italienne qu'un gros impact en seconde période. On a vu que Méafou en entrée de jeu, pour l'instant, c'était pas fabuleux non plus depuis le début du tournoi. Donc peut-être qu'il a envie de le faire jouer d'entrée, de lui demander de mettre 60 ou 50 minutes à fond directement dès le début du match. Et
faire entrer un joueur qui sera peut-être plus impactant en fin de match, comme Michael Guillard, qui va ramener du peps et peut-être un peu plus de dynamisme que ce que Meafou fait quand il rentre en jeu. Ouais, du coup, on est d'accord que c'est une double stratégie, à la fois en début de match avec une mêlée peut-être un peu plus costaud, un peu plus lourde, notamment l'axe droit Aldeguerri, Meafou, et à partir de la 60e peut-être un banc plus tonique avec plus de gaz. Tu as cité évidemment Olivon et Guillard, mais n'oublions pas Leninouchi qui enchaîne sur le banc parce que les performances de Leninouchi sont très bonnes. Ah oui, non, Leninouchi, quand il rentre en jeu, c'est impressionnant. On a limite envie de le voir débuter un match avec ce 15 de France. Leninouchi, le problème, c'est que la troisième ligne titulaire, elle démérite vraiment pas. Donc ça va être difficile de se faire une place hors blessure, parce que Jégou, il est quasiment insortable tant ses performances en défense notamment sont impressionnantes. Kroos, c'est un élément clé, on a vu, il était revenu de blessure, il avait même pas 100 minutes en top 14, il s'est retrouvé titulaire dans ce tournoi à destination. Donc voilà, je pense que c'est un des joueurs qui est coché en premier sur la feuille de match par Fabien Galtier, même si pour moi c'est pas celui qui fait le meilleur début de tournoi. Faut le temps qu'il retrouve du rythme, François Kroos, mais bon, il démérite pas non plus. Et puis Jelon, offensivement, c'est peut-être un poil le plus timide, mais alors défensivement, chaque plaquage c'est terrifiant pour l'adversaire. Donc il y a une logique à garder ces hommes-là, et puis Nouchi aussi, quoi. Tu penses que du coup Leninouchi n'aura pas sa chance sur le tournoi, mis à part blessure ou contre-performance vraiment importante, il n'aura pas sa chance dans le 15 type? Là, moi je trouve que ça va être difficile de changer là sur les 3 prochains adversaires de l'équipe de France, tu vois. Je pense que s'il y avait des tests à faire, ça aurait dû être fait contre le Pays de Galles. L'Italie a montré qu'elle pouvait être extrêmement ennuyeuse face à cette équipe d'Irlande, donc que ça va être beaucoup plus difficile. Et puis l'Écosse, on a le sentiment que ça va être le tournant de ce tournoi, et puis l'Angleterre pourrait se présenter comme une finale, donc le match avec potentiellement le plus d'enjeux, vu qu'il y aura peut-être un grand chelem à la clé. Donc pour moi, les tests, s'il y avait des tests à faire pour Fabien Galtier, c'était avant, mais il n'est pas là pour faire des tests. Fabien Galtier, il est là pour gagner le tournoi, pour faire le grand chelem. Donc Nouchi ne démérite pas, mais les autres non plus. Donc hors blessure, pour l'instant, je pense qu'il n'y aura pas de changement. Je suis même assez surpris, moi, qu'il ait fait autant de changements finalement dans cette liste des 23. Ça fait 4 changements en tout, parce qu'entre les titulaires remplaçants, plus après sur le banc avec l'entrée de Colombe et de Barassi. Après le retour de Barassi, je peux comprendre. Néné, c'est moins d'expérience. Barassi qui revenait de blessure, etc. Ça a été un des titulaires de Fabien Galtier au centre à une époque. Là, il arrive un petit peu en 6e rôle devant Kevin Gourg, qui était 23e lors de la première journée face à l'Irlande. Oui, après, est-ce qu'il est vraiment passé devant, ou est-ce que c'est Gourg le temps qu'il se remette à 100%, parce que Gourg a été forfait pour blessure aussi. Donc voilà, il y a peut-être l'état de forme du moment. Mais je trouve que dans la compo, il n'y a pas non plus de grosses surprises. Le fait de voir Colombe quand même sur le banc de touche, alors que c'est la 3e option peut-être à Toulouse, c'est quand même ça assez surprenant, et c'est dire quand même à quel point on manque de pied droit. On n'a vraiment pas de profondeur. Justement, la continuité dont parlait Quentin, c'est celle au centre de la paire de centre paloise. Fabien Broboiré et Emilien Gailleton, plutôt en réussite la semaine dernière face au Pays de Galles. Pas très compliqué face à une équipe, on va dire, plus en difficulté. Là, cette paire de centres, elle passe un vrai test face à une équipe plus rustre, notamment à Menoncello, le futur Toulousain, élu il y a de ça deux tournois à destination, meilleur joueur du tournoi. Là, il y a un vrai test pour cette paire paloise, et peut-être qu'elle peut gagner ses galons de titulaire jusqu'à la fin du tournoi en réussissant un gros match. Peut-être, mais plus qu'un test pour les deux Palois, je dirais qu'il y a déjà un vrai test pour le 15 de France, puisque ça semble bizarre de dire ça, puisqu'on parle de l'Italie, avec tout le respect que j'ai pour ces Italiens, et justement, c'est bien pour eux, ils sont en train de monter. Mais il y a quelques années, on ne serait jamais dit que le vrai test pour une équipe dans le 6 Nations, ce serait face à l'Italie. Puis finalement, sachant que tu as déjà joué l'Irlande. Sachant que tu as déjà joué l'Irlande, c'est ça qui est fou. Mais bon, et donc là déjà, pour le 15 de France, vrai gros test. On a vu que ces Italiens, ils arrivaient à tenir sur la durée des matchs, qu'ils avaient ce sur quoi ils étaient plus en difficulté les saisons précédentes. Là, ils arrivent à tenir un peu jusqu'au bout. Ils font des matchs complets, ils sont très solides devant. Ça court beaucoup derrière. On voit que Capozzo est de retour, donc il va y avoir des vrais dangers. Et puis sur la paire de centres, Menoncello, il fait quand même un super début de 6 Nations. Il avait annoncé qu'il pensait être le meilleur centre au monde actuellement, ou au moins en Europe. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, il répond à belles attentes, et il est très sérieux et très en forme. Et ce qui est une bonne nouvelle d'ailleurs pour le Stade Toulousain.
à partir de la saison prochaine, normalement, s'il y va. Ouais. Évidemment. Et pour top 14. Et en top 14, ça va être intéressant à regarder. Quentin, les Palois, on sait qu'ils profitent évidemment des blessures des Bordelais. Il y aura Moefana et Nicolas Deporter. Néanmoins, elle a donné quelques gages, quelques garanties, cette paire de centres. Est-ce que, encore une fois, si ça gagne ce dimanche, on peut se dire pourquoi pas continuer et durer avec cette paire de centres-là? Ça sera compliqué peut-être pour le staff de la sortir au profit de Barassi, de Porter s'il revient, de Moefana. Après, rien n'oblige le staff d'aligner une paire 100% du même club. Je veux dire, non, évidemment, mais ça donne toujours des automatismes. Ça donne des automatismes, mais il y a un garçon qui quand même est en train de montrer un visage d'ovni, comme aime bien les appeler Fabien Galtier, c'est Bro Boiry. Et il débarque, voilà, il arrive première sélection parfait au plaquage, je crois 18 plaquages sur 18, un truc comme ça, 90 mètres parcourus, ballon en main, un essai, première sélection, on a l'impression qu'il a depuis 15 ans le garçon. 80 minutes. Parce voilà, qu'il est passé 13 à l'entrée de Noah Néné. Donc voilà, je pense que Bro Boiry a vraiment une chance, une carte à jouer dans ce 15 de France. Après, j'ai l'impression que Moefana a quand même une longueur d'avance sur les autres centres au poste de titulaire en équipe de France s'il n'y a pas de blessure pour lui. Donc voilà, je pense que Bro Boiry a une place à venir quasiment déjà définitive. Tu vois qu'il a signé, ce sera potentiellement lui le centre de l'équipe de France dans les 10 prochaines années, quasiment tout le temps. Gaëton a, je pense, plus de difficultés à se faire sa place. Alors il y a de la concurrence pour les deux, hein, mais voilà, je pense de polyvalence peut-être pour lui aussi. Ouais, mais Bro Boiry, il arrive, on l'attend tellement fort, tu vois, qu'il montre des choses en top 14 qui sont vraiment impressionnantes. Et il sort du lot, quoi, tu vois, et du coup on attend ça de lui, on a envie de le voir prendre la place. Alors c'est peut-être un petit peu trop tôt pour dire qu'il va être titulaire face à l'Angleterre, peut-être que Moefana Deporter a plus d'expérience et que ce sera ça qui sera choisi, mais je pense que dans pas très longtemps, Bro Boiry, il aura sa place quoi qu'il arrive en équipe de France. Bon, on va faire un focus, monsieur, maintenant sur l'Italie. L'adversaire du 15 de France, évidemment, qui a commencé le tournoi par une victoire à domicile face à l'Écosse, une victoire étriquée, mais une victoire quand même, sous la pluie de Rome, avec un succès 18-15. Et puis une défaite en Irlande la semaine dernière, la défaite la plus serrée en Irlande depuis 2008, 20-13. Ils ne sont pas passés loin de l'exploit, les Italiens. Faut-il se méfier des Italiens, Marius? Est-ce que cette équipe a de quoi faire douter le 15 de France? Est-ce qu'elle a de quoi rivaliser, ou alors on en fait un peu des caisses et en fait on va les tordre? Je pense que le 15 de France n'a pas à être extrêmement inquiet. Mais comme je dirais, en fait, le 15 de France, pour moi, n'a pas à être extrêmement inquiet avec ce qu'ils ont montré sur ces deux premiers matchs dans tout le 6 Nations, je pense. C'est-à-dire que, allez, le match, je pense, le plus inquiétant sera le match en Écosse. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas très inquiet sur ce match-là, mais pas parce que c'est l'Italie. Ça aurait pu être aussi une réception de l'Angleterre, que j'aurais pas été moins inquiet. C'est surtout que, ou plus inquiet, pardon. C'est surtout que, avec ce qu'a montré le 15 de France, moi, j'attends effectivement un gros match, j'attends une victoire. Qui plus est, je pense, bonifié, puisque les Français sont totalement en capacité d'aller bonifier cette victoire. C'est peu ou prou la même équipe que celle qu'on a complètement tordue pendant la Coupe du Monde. Donc du moins sur l'ossature de devant. Voilà. Après, il y a un point justement en parlant de devant, c'est celui-là, c'est qu'effectivement devant, je pense que ça va être un vrai combat, comme je disais, un vrai test. Et moi, il me tarde vraiment de voir comment va réagir l'équipe de France à ça, sur notamment en mêlée fermée, et puis sur tous les impacts, tous les plaquages, parce que depuis le début du 6 Nations, c'est l'équipe qui a fait le plus de plaquages, l'Italie, et ça défend très très fort, à l'image des frères Canonnet par exemple, qu'on déroulé au niveau des plaquages sur les deux premières rencontres. Donc j'attends un gros choc devant. Après, de là à être inquiet, non. Enfin, sincèrement, je suis pas. Enfin, honnêtement, est-ce qu'ils ont pas la meilleure mêlée de ce début de tournoi destination? Si, clairement. Ils ont clairement une bonne mêlée. Après, il faudra voir les conditions, mais bon, je pense qu'on peut. Voilà, visiblement, le toit, parce que c'est à Lille que va jouer ce match. Ouais. Le stade Pierre Mauroy pourrait avoir le toit fermé ce dimanche pour du coup France-Italie. Plutôt une bonne nouvelle pour les Français, vu les performances des Italiens sous la pluie. Ouais, la météo actuelle, de leur performance. Déjà. En plus. Puis la dernière fois que la France a joué sous un toit fermé, ça s'est pas mal passé. Hein. Au Pays de
Galles. Ça c'est plus ça a 54. plutôt déroulé. Non mais ils ont une super mêlée. Après je pense qu'on peut ce que je dis, ça va être un vrai test. Et puis bon, bien que la mêlée soit importante, ça fait pas non plus tout le match quand même. Et bon, ils vont peut-être nous tordre des guéris ou des gros en mêlée, mais à la fin du match, non, je suis pas plus inquiet que ça. Je pense qu'on va battre les Italiens et plutôt de bonne manière. Quentin, faut-il se craindre ces Italiens avec ces individualités, notamment derrière? On pense au retour de Ange Capuzzo, à Menoncello dont on a parlé, mais il y en a d'autres. Hein, quand tu vois que Brex est forfait parce que pour raison personnelle, que un joueur comme Martin Pagerello n'est pas retenu dans les 23. Ça montre une profondeur d'effectifs que les Italiens n'avaient peut-être pas ces dernières années, et donc du coup ils sont peut-être un peu plus dangereux et il faut se méfier un peu plus. Le rugby italien est en progression. Alors est-ce que c'est une affaire de génération qui est très talentueuse, ou est-ce que c'est l'intégralité du rugby italien qui progresse? On voit que la franchise de Treviso par exemple marche de mieux en mieux dans les compétitions européennes, que l'Italie fait des résultats, là était à deux doigts et aurait peut-être même mérité de battre l'Irlande, que en 2024 cette Italie, si on perd pas à Lille contre eux, c'est un coup de chance et un coup de Garbisi qui prend le poteau sur la pénalité de la gagne à la fin du match, tu vois. Donc on avait été miraculés contre eux, donc je pense que les Français vont être suffisamment concentrés et auront à cœur de prouver pour que les choses se passent très bien pour le 15 de France. Mais c'est évident que l'Italie est une équipe qu'on doit respecter, et beaucoup plus que par le passé. C'est sûr qu'il y a plus de talent et que c'est une équipe qui va nous embêter, mais je pense que c'est un match qui peut être heurté jusqu'à la 60e et qu'ensuite l'équipe de France, notamment par son banc, pourra faire la différence, parce que on a tout de même quand même plus de talent et plus de profondeur d'effectifs que cette équipe italienne, même si elle progresse. Pour souvenir, la dernière fois qu'on avait joué les Italiens en France, c'était déjà à Lille, c'était en 2024, oui, juste avant le tournoi de destination. Match nul et pénalité de la victoire pour Paolo Garbisi. Il avait tapé le poteau, ce qui avait annihilé tout espoir d'une victoire italienne en terre française et à Lille. Quand on parle de l'Italie, comment ne pas citer un homme, Gonzalo Quesada, passé par le Stade français, par le Racing, par le 15 de France également. C'est vraiment lui, l'architecte également du renouveau italien, Quentin. Est-ce qu'on doit plus respecter l'italien quand on sait que Gonzalo Quesada est à la tête de cette sélection? Alors c'est évidemment un bon entraîneur, c'est une certitude. Qui plus est, qui connaît très bien le rugby français, donc qui connaît très bien aussi les joueurs qui composent le 15 de France. Donc forcément, c'est à prendre en compte. Et puis un bon entraîneur avec des joueurs de talent, ça peut faire que normalement des bons résultats. Et c'est ce qui est en train de se passer pour notre ami avec cette sélection italienne, tu vois. Donc oui, forcément, on doit les respecter, mais je suis pas sûr que la présence de Quesada change absolument tout. Mais c'est évidemment une pièce en plus pour ces Italiens. Bon, en tout cas, ce sera à vivre dimanche à 16h10, le coup d'envoi à partir de 15h30 sur Sud Radio. Un petit mot sur Quesada, Marius? Ouais, moi c'est ce que je voulais rajouter. Il y a une nouvelle génération italienne qui est très bonne. Il y a effectivement les clubs. Ils sont en train d'arriver à maturité. C'est là où c'est intéressant. Qui est meilleur, mais je pense aussi qu'il y a ce nouveau staff qui joue énormément là-dedans. Il a bien compris Quesada qu'il avait un beau vivier en Italie. Et puis à l'image de Pagerello par exemple qui est pas pris, il y a le frère Garbisi à la place en remplaçant. Ils ont Fusco là qui fait un très bon début de 6 nations. Ils ont sorti Pani, l'arrière qui avait été excellent contre l'Irlande pour Capuzzo. Ils l'ont même pas mis sur le banc. Ça montre vraiment qu'il y a un effectif bien plus complet qu'il y a quelques années, et bien plus complet que par exemple le Pays de Galles qu'on a affronté la semaine dernière. Ouais, exactement. Il y en a une qui est dans un trou générationnel et l'autre qui est dans une de ses meilleures générations. Donc, mais parce que, alors, ce qui explique aussi, c'est que ça a toujours existé pour l'Italie, mais j'ai l'impression que de plus en plus de joueurs acceptent de récupérer la nationalité italienne. C'est le cas également au Pays de Galles, en Écosse, en Angleterre ou en Irlande. Principalement, pas trop en Angleterre, mais principalement en Irlande également. Mais on a l'impression que prendre la nationalité italienne pour jouer pour la sélection italienne n'est plus forcément mal vu comme ça pouvait être le cas à une période où l'Italie a enchaîné par exemple 8 dernières places et 7 cuillères de bois. Quand tu choisissais une sélection, tu disais bon, l'Italie quand tu as des Ioane, des Capuzzo qui aurait pu jouer pour le 15 de France, concrètement. Pagerello aussi qui a été formé, qui est né en France, formé à Toulouse. Martin Pagerello, évidemment, l'ailier Louis Laina qui est australien d'origine, mais né en Italie, mais son père
était un international australien avec plus de 90 sélections. Donc ça montre aussi une vraie profondeur et c'est intéressant. C'est quand une équipe fait des bons résultats, les mecs sont plus intéressés pour aller les jouer. Quand tu préfères aller jouer, il y a plus de monde qui tape à la porte. À choisir, on te propose d'aller jouer pour l'Espagne ou pour l'Italie, il y en a une qui fait le tournoi destination et pas l'autre, quoi. Messieurs, je vais vous demander de me donner le joueur français que vous allez particulièrement observer pour cette rencontre France-Italie, donc dimanche 16h10. Et je vais commencer par toi, Marius. Est-ce que tu as un joueur que tu vas scruter plus qu'un autre? Je vais sûrement scruter Mathieu Jalibert. Et ça y est, c'est le numéro 1 de son fan club. Ça y est. Non, mais le scruter, je vais avoir beaucoup d'attentes. Il va finir par lui dire Mathieu, attention. Une fois, deux fois, c'est passé. La troisième, pour l'instant, t'es dans le radar là. Ce week-end, on va entendre un Mathieu épouse-moi. Ça va devenir de Marius. On va comprendre ce qui se passe. Non, je l'aurais toujours un peu dans le radar, mais bon, pour l'instant, il fait rêver. T'as quand même un poster au-dessus de ton lit, quoi. Disons que Mathieu, il est bien là, il fait pas de fioritures, il fait pas trop de chichi, il y a pas ces mauvais côtés qui ressortent, il marche sur l'eau, il est complètement dans son rugby, il fait les gestes justes et donc surtout ce que je disais, moi là je trouve qu'il n'en fait pas trop. Et j'aimerais qu'il continue comme ça. Donc je vais bien observer sa performance. Mathieu Jalibert qui a même été élu MVP de la deuxième journée du tournoi des 6 nations. Mickaël Guillard lors de la première journée. On est sur un 100% français depuis le début du tournoi. En même temps, il faut dire qu'on écrase la concurrence. Quentin Cabanis, le joueur français que tu vas particulièrement observer, toi, c'est le choix est difficile, mais je vais m'arrêter sur Meafou. Voilà, parce que pour moi c'est un des joueurs qui joue le plus gros sur cette rencontre, Emmanuel Meafou. On a vu que Guillard était très bon quand c'était lui qui était titulaire à ce poste-là, donc je pense que Meafou est le joueur qui dans le 15 français a le plus de pression, parce que c'est peut-être celui qui a le remplaçant qui pousse le plus fort derrière. Exactement, Emmanuel Meafou qui est titulaire aux côtés de Thibaut Flamand. Et moi, le joueur que je vais regarder, c'est Fabien Broboiry. Une première étincelante contre des Gallois un peu fait faible. Et donc, du coup, là, face à une paire de centres un peu plus costauds, notamment un Menoncello, ça va être intéressant à regarder. Je regardais rapidement tout à l'heure. Menoncello, meilleur centre du monde autoproclamé. Hein. Oui, autoproclamé. Oui, c'est ce que j'ai dit, autoproclamé. C'est toujours plus simple de s'autoproclamer. Ce serait bien que Broboiry le termine, quoi. Broboiry, c'est quand même 94 kilos, Broboiry. Mais il est encore un petit peu gentil. C'est lui qui nous avait dit ça, que lorsqu'il fallait qu'il travaille, qu'il devienne un petit peu plus méchant. Moi, je le trouve pas si gentil. C'est 110 kilos. Ouais, ça va taper. C'est plus petit, ça va 1,84, mais 110 kilos. Ça a du gaz quand même. Ça va taper, ça va être intéressant à regarder. Donc, Fabien Broboiry, messieurs, rapidement, un petit pronostic sur cette rencontre. Victoire bonifiée de l'équipe de France. Victoire bonifiée de l'équipe de France pour Quentin Cabanis. Exactement pareil. Et on est sur 3 victoires bonifiées. Néanmoins, ce sera un match accroché jusqu'à la 60e, 65e, je pense. Entrée du banc à la 50e, le temps que ça se mette en place, 55e, petit essai de Dupont. Ça peut finir à un plus 10, mais ça finira pas à un plus 20 ou plus 25. Et Serein qui rentre à la 70e et qui offre 2 passes D. Voilà. Évidemment. J'aurais tout vu. Avec une fin de match assez sereine. Finalement, oui, on n'aura pas peur. Mais ce qui est fou, c'est que tu vois, plus les semaines passent, moins on parle d'Antoine Dupont, alors qu'il est toujours aussi bon. Hein. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on a tellement acté. Non, mais on a tellement acté le fait que ce soit un joueur exceptionnel qu'on n'attend plus de lui qu'il soit autre chose. On a banalisé l'extraordinaire. Et on se met du coup à regarder les autres et puis lui, alors que ça reste le patron. Et surtout que dans la disposition avec Jalibert, il est pas moins étincelant, mais plus passeur, distributeur. Il est moins dans le show. C'est pas lui forcément qui doit faire la diff, c'est soit lui, soit Jalibert, soit Ramos. C'est une charnière à 3. Mais il tient très bien. Fabien Galtier en avait parlé. Mais du coup, il est peut-être un petit peu plus protégé. Exactement, il se livre moins. Je vais vous demander également un petit pronostic sur les 2 autres matchs de cette 3e journée du tournoi Destination. Angleterre-Irlande qui aura lieu samedi. Quentin, petit pronostic. Je vais mettre victoire des Anglais, même si Sam Prendergast n'était pas là, donc attention, peut-être que l'Irlande va faire quelque chose. Et il y a eu des déclarations sur Prendergast incroyables, notamment Ronan O'Gara qui a dit qu'il n'était pas encore prêt pour ce niveau-là. Quand un ancien grand demi d'ouverture irlandais déclare ça, ça veut quand même dire pas mal de choses. J'ai une super stat sur Prendergast. En 2 matchs, sur 21 plaquages tentés, c'est 11 manqués. C'est quand même. Oui, puis sur les pénalités face aux perches qui passent pas, c'est pas dans les stats et c'est terrible. Ces stats de plaquage, c'est un peu comme les 3e minutes de Saverdin. C'est à l'époque, ça loupait énormément de plaquage et ça avait un bec pas possible. Victoire des Anglais également. Mais moi, j'étais pas demi d'ouverture. Hein. Je devais pas gérer. J'avais pas un pays sur les épaules. C'est un pays. Saverdin, c'est un pays. Hein. Je suis de ce pays. Hein.
C'est ça, exactement. On va pas te demander de chanter. Victoire d'Irlande ou de l'Angleterre? Non, victoire de l'Angleterre, ouais. À noter que l'Angleterre verra Henry Pollock, première fois titulaire avec le maillot de la Rose. Pour la première fois de sa carrière, il avait à chaque fois été remplaçant, plutôt bon, mais c'est la première fois qu'il sera titulaire avec le numéro 8. Ça reste un jeune joueur, faut pas qu'on l'oublie. On peut conclure qu'Andy Farrell a enfin écouté le podcast puisqu'il a sorti. Je vais envoyer. On a fait une version anglaise. Tu peux me redire merci. Non mais regarde, thank you Andy. Mais depuis qu'il est revenu, tu vois, le truc c'est que Farrell en fait il avait pas vu les derniers matchs de l'Irlande, il était encore la tête aux Lions. Là il a regardé les prestations, il a dit pourquoi je le mets lui? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qui c'est le 10? Qui me réveille là les gars s'il vous plaît? Mais attendez, vous m'aviez dit que c'était le 10 du Leinster, non? Normalement ils sont bons. Qu'est-ce qui se passe? Victoire des Anglais pour Quentin et Marius. Est-ce qu'il y aura une victoire galloise face à l'Écosse pour vous messieurs? Non, absolument victoire pas. Écossaise? Jamais. Ils vont refaire une cuillère de bois, les victoire écossaise. À noter que du côté de l'Écosse, d'ailleurs, c'est le placard à couvert. C'est le retour de Blair Kinghorn dans l'équipe d'Écosse, ainsi que Van der Merle sur une aile. Les deux qui étaient bannis en début de tournoi, avec les blessures, sont de retour dans le 15. Pas mal comme retour. Chardon. Évidemment, c'est un retour important. Autre info sur le week-end rugby à suivre sur Sud Radio, ce sera un match en retard du top 14. Un petit Perpignan section paloise reporté de la semaine dernière à cause du vent à Perpignan. Messieurs, est-ce que on voit toujours Perpignan, c'est un peu l'objectif de Laurent Labitte, de être invaincu à domicile? Est-ce qu'ils ont les armes pour, Marius? Complètement. Les Perpignanais ils ont fait peau neuve, si je puis dire, depuis le début de 2026. Ils ont complètement changé de visage. Maintenant c'est une équipe qui moi personnellement me ferait peur, m'enchante, mais surtout me ferait peur à domicile, quoi. Si j'étais à n'importe quelle écurie de top 14, d'aller jouer là-bas, je serais jamais vraiment pas rassuré, quoi. D'autant plus que les Palois vont se déplacer sans trois joueurs fabuleux, Boari, Gaëton et Tissogbe. Exactement. Visiblement, vu la compo, il y aurait quand même du Desperez, du grand Didier. Il y aurait également sûrement du Robson, je pense. Robson. Il n'y aurait pas d'Oradou ni de Harfeuil qui risque d'être sur le banc pour Harfeuil notamment. Il est pas avec les jeunes, Harfeuil? Non, Harfeuil, il a plus que moins de 20 ans. Il a 22 déjà, Harfeuil? Il a plus que moins de 20 ans. Ouais, ma phrase voulait rien dire. Il est si vieux que ça? Il est si vieux que ça. Mais comment ça se fait qu'il sort que maintenant, celui-là? Il est là. Toi, tu vois Perpignan faire le coup à domicile également, Quentin? Ou tu vois les Palois assurer la place de 2 en gagnant du côté de Perpignan? Non, moi je pense que ça va être dur aussi de se déplacer du côté des Mégéral jusqu'à la fin de la saison, là, qui sont entrés dans une bonne spirale. Donc moi je vois bien les Catalans s'imposer à la maison. Alors un match disputé avec des Palois qui vont pas abandonner. Mais non, je pense que Perpignan va le faire et va s'imposer. Bon, en tout cas, ça veut dire que Pau est à 1 point devant le 3e qui est Bordeaux-Bègles. Autre information de la semaine, messieurs, un petit mot rapide sur l'éviction de Greg Pata. Ça faisait plusieurs semaines qu'on l'attendait. Ça a été officialisé cette semaine et c'est donc son adjoint qui va prendre un peu de galon. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Bayonne? Est-ce que c'est surtout une bonne nouvelle pour Greg Pata? C'était plus supportable cette situation, Marius. C'est surtout pour lui en fait. Parce que moi j'aurais quand même pas trop aimé qu'il évince comme ça. J'aurais eu l'impression qu'ils oublient trop vite ce qu'il a fait pour eux. Mémoire courte, étant donné que surtout qu'en plus dans le rugby ça se fait quand même assez rarement. Mais finalement avec une crise pareille, j'ai trouvé que, alors je sais pas, on saura peut-être pas exactement comment ça s'est passé, mais j'ai trouvé que la gestion de ça était plutôt bonne. Visiblement c'était un commun accord entre les deux. Il va vite pouvoir... Enfin, je sais pas si c'est exactement ce qui s'est passé. Là, on a quand même le sentiment qu'il y en a un qui était plus d'accord que les autres. Oui, mais il y a 2-3 ans dans un couple. Quand on se fait quitter, c'est un commun accord. Bon, ça vient quand même. Mais je trouve que d'accord, mais tu mets ta fierté de côté. Moi, je trouve qu'ils ont gardé une certaine dignité. Il aurait pu se faire jeter avec ce que disait le président. Il aurait pu se faire jeter hyper vite après la défaite à domicile. Il lui a pourri la planche depuis plusieurs mois là. Il faut dire ce qui est, la saison, ils l'ont rendu dégueulasse et c'est de leur faute au staff bayonnais, du moins aux instances bayonnaises. Plus que Pata, il est arrivé, il avait tout le monde dans la poche. Dès la troisième journée, le mec sort d'une saison historique. Il a les supporters et les joueurs dans la poche. On lui ramène un gars dans les trucs. On le prolonge. On lui ramène un mec, le gars, soi-disant pour faire l'extérieur du terrain. Tu le retrouves aux entraînements avec des boucliers. Tu dis bon, déjà ça sent mauvais. Et puis très vite, t'as compris que le but de tout le monde, c'était de mettre Travers sur le banc.
Voilà, c'est exactement ce qu'on a imaginé très vite. Du coup, la Pata, tu peux plus travailler comme ça. Il a tenu parce que déjà il avait l'engouement populaire pour lui, mais il y a un moment il pouvait pas. Il est parti parce qu'il s'est rendu compte lui-même que aussi il arrive plus. Non, mais il est parti aussi parce que sportivement ça marche plus. Bien sûr. Il y a un moment où quand tu prends 2 défaites à la maison de suite et que t'es Bayonne, tu sais qu'il y a un problème et que finalement le message qui passait ne passe peut-être plus et que c'est le bon moment pour partir. Mais je pense que la trace que Pata aura laissée notamment dans le cœur des supporters bayonnais sera évidemment très bonne et que je ne doute pas sur le fait qu'il retrouve un poste très vite, notamment pourquoi pas en Pro D2 du côté de la Corrèze. De Brive. On parle de lui pour succéder à Broncan qui partira entraîner la Géorgie. Marius, tu voulais clôturer? Non, c'était juste que ils l'ont évidemment évincé, ça se mis d'un commun accord, mais avec les déclarations qu'avait fait Tayeb. Moi, j'avais qu'une peur, c'était qu'il se fasse jeter comme un malpropre après une défaite à domicile en rapide comme moi, ça. Moi, je pensais qu'il allait sauter derrière Castres. Tu t'en vas et clairement, ciao, je pensais je pensais que Tayeb attendait la première défaite à la maison pour le sauter. Finalement, il en aura attendu 2 qui sont arrivés coup sur coup. Donc, il a pas dû patienter beaucoup. Mais ils auraient, à la rigueur, à partir du moment où tu prends travers, tu sais que c'est lui que tu veux sur le terrain. Tu prolonges pas Pata, ça aurait réglé les choses beaucoup plus facilement. Tu disais merci pour la saison, on a envie de passer à autre chose. C'est compliqué de pas le prolonger après. C'est compliqué, mais il y a un moment. Mais quand tu sais ce que tu veux faire derrière, il y a un moment. Là, tu perds une saison. Sportivement, tu perds une saison. Et à qui le tour en prochain? En tout cas, Gérard Fraser, l'adjoint, va prendre du galon, lui qui avait prolongé plus longtemps. Et surtout, on parle de Laurent Travers qui se rapproche du terrain. Toi, tu parles de... Je disais à qui le tour, le prochain entraîneur de Top 14 a sauté de son club. Faudrait voir si Mignoni n'a pas décidé de partir tout seul. Un peu sur le... Mignoni, il a pris une semaine de repos. On va voir, mais en tout cas, ça sera surveillé. Mignoni O'Gara, je pense. Je pense qu'Ogara. Oui, après il y a d'autres clubs aussi en difficulté. Mais au vu des prestations, il y a du monde. Il y a du monde se poser des questions, c'est certain. Qui peut postuler. On verra bien. En tout cas, ce qu'on verra également, c'est ce que vous écouterez. En tout cas, c'est ce soir vendredi, puisqu'on enregistre ce podcast vendredi après-midi. C'est la Pro D2 avec Alexandre Priam à partir de 19h. Agen, Valence, Romans. Ensuite, un multiplex avec Colomiers, Béziers, Oyonnax, Mont-de-Marsan, Aurillac, Soyons, Angoulême, Carcassonne, Nevers, Dax, Provence, Rugby, Biarritz-Vannes, et à 21h samedi, Grenoble, Brive pour finir cette journée qui aura commencé donc vendredi, qui se terminera samedi soir à vivre sur Sud Radio. Merci Marius Lufrançois. Avec plaisir. Merci Quentin Cabanis. You're welcome. Et évidemment, on vous retrouve tout au long du week-end sur Sud Radio, la radio du rugby, pour vous faire vivre à la fois le tournoi Destination, la Pro D2, le Top 14, enfin bref, tout le rugby, parce que la radio du rugby, c'est évidemment Sud Radio. Restez branchés sur sudradio.fr et sur l'application Sud Radio et sur les différents réseaux sociaux pour vous faire vivre l'application Sud Radio. Je vais clôturer juste rapidement. Avec un petit cadeau, messieurs. Mais non. Ouais, parce que là, on vient de me glisser. On vient de me glisser dans l'oreille que j'ai le droit de faire gagner des cadeaux. Mais non. Et les cadeaux, et c'est très simple, c'est qu'on vous fait écouter, vivre le Top 14, mais on va vous emmener tout simplement. J'allais dire, c'est le cadeau, ça change pas beaucoup d'habitude. On est là tous les week-ends. On vous emmène pour Toulouse, Toulouse-Montauban, qui sera vivre samedi 28 février à 16h35 dans le multiplex. Et pour ça, on vous fait gagner donc 2 places. Envoyez rugby RUGBYO 72018 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort. Tentez votre chance pour aller voir Toulouse, Montauban. Derby ou pas derby? 28 février, bien sûr, derby. Bien sûr. Géographiquement, c'est quand même difficile. Géographiquement, il n'y a pas beaucoup d'équipes plus proches l'une de l'autre en Top 14. Oh là là, le mépris de classe. Non mais de toute façon, il a toujours détesté Montauban. Non, mais ça c'est le problème des gens de la route. Je suis le seul qui défend Montauban. Tu défends personne. Tu ne défends même pas toi-même, Marius. Arrête maintenant. Merci Quentin, merci Marius, et évidemment sudradio.fr et l'application Sud Radio pour toutes les informations rugby.